El pueblo unido jamás será vencido. 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 Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Et je pense, avant juste de se lancer dans le vif un peu du sujet, je pense qu'on doit se rappeler tous un peu collectivement que ça fait même pas 2 mois que cette année a commencé. Parce que juste aussi en préparant cette présentation, je pense qu'on a tendance à oublier que si on réfléchit juste à tout ce qui s'est déjà passé ces derniers 6-7 semaines, du Venezuela au Groenland, à l'Iran, à Iceland, les villes américaines, les dossiers Epstein, le Cuba, j'oublie encore des choses parce qu'il y a juste tous ces trucs un peu quand on dit monde en flammes, c'est vraiment ça. Et je pense dans cette turbulence, parfois c'est aussi facile de se perdre, d'être jeté d'un événement à l'autre. Et du coup, je pense notre tâche, c'est vraiment de comprendre pourquoi tous ces événements arrivent, quelles sont les grandes tendances de notre époque. Et je pense sur la base d'avoir une clarté de ça, ça nous permet aussi de mieux lutter contre la barbarie que le système capitaliste prépare un peu de tous les côtés. Et je pense un élément qui est vraiment essentiel et qui est marquant de notre période, c'est un peu la fin de l'ancien ordre mondial, ce que les journaux bourgeois et les politiciens aiment appeler l'ordre libéral mondial basé sur des règles. Et un peu ce changement-là, même les politiciens et les stratèges du grand capital le remarquent, où ils se sont rencontrés au début de l'année au World Economic Forum à Davos, où justement eux aussi ils ont à peu près la même discussion, non, un peu où va le monde, mais juste de leur perspective, comment nous on garde le pouvoir, comment on s'oriente dans une nouvelle situation mondiale. Et là, Mark Carney, le Premier ministre du Canada, il a dit, et je cite, « Nous savions que l'histoire de l'ordre international fondé sur des règles était en partie fausse, que les plus forts s'en affranchissaient quand cela leur convenait, que les règles commerciales étaient appliquées de manière asymétrique, et nous savions que le droit international était appliqué avec plus ou moins de rigueur selon l'identité de l'accusé ou de la victime. » Du coup, c'est assez clair. Il dit aussi dans le même discours que cet ordre mondial-là, c'est une fiction utile pendant un temps, mais que maintenant, cette fiction, elle est finie. Et maintenant aussi, la nostalgie, on peut se rappeler du passé, ce n'est pas une stratégie pour l'avenir. Et nous aussi, on doit comprendre d'où vient ce changement, ou si on recule un peu, je pense, on voit qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout avec la chute de l'URSS, c'était vraiment les États-Unis qui sont devenus le hégémon mondial qui pouvait intervenir à peu près où ce qu'ils voulaient avec l'approbation ou au moins le silence du reste de la soi-disant communauté internationale. Et ils étaient de loin l'économie la plus forte et sur cette base, ils avaient aussi une puissance militaire, diplomatique, etc., sans des vrais rivaux. Et ça, ils ont fait sous le couvert de la défense de la démocratie, la défense des droits humains, des résolutions de l'ONU ou des prétextes inventés comme les armes chimiques en Irak. Et avec ça, ils ont forcé des pays entiers à se soumettre à leurs intérêts sur le coup des peuples entiers. Et Trump, il marque un départ de cette stratégie où je pense, premièrement, on voit qu'il s'en fiche un peu de ces grandes valeurs, de ces prétextes. Il dévoile les motivations de l'impérialisme américain vraiment pour ce qu'ils sont. Où maintenant, il y a des politiciens et des journaux bourgeois qui parlent du retour de l'impérialisme après une période de stabilité, d'accords multilatéraux, etc., etc. Je pense que ça sème juste des illusions. Je pense qu'on peut juste demander à une personne qui habite en Irak qu'est-ce qu'elle en pense du retour de l'impérialisme. Et ce qu'on voit maintenant, c'est juste l'impérialisme à visage découvert. Et pour ça, on peut plus ou moins aussi remercier Trump qu'il est plus clair sur ça. Mais je pense pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est l'impérialisme, la lutte pour le repartage du monde, il faut lire Lénine. Je pense que c'est vraiment lecture essentielle pour tout le monde aujourd'hui qui veut comprendre la situation mondiale. Et un deuxième point, c'est que Trump, il comprend que les États-Unis ne peuvent plus jouer le rôle du policier mondial, que c'est trop coûteux et intenable pour le capitalisme américain dans cette période. Il y a aussi beaucoup trop des concurrents qui aspirent à gagner des sphères d'influence et lui, il veut se concentrer sur les intérêts centraux de l'impérialisme américain, où je pense là-dedans, il y a aussi 2 points, où premièrement, c'est la concentration sur le conflit principal, le conflit entre la Chine et les États-Unis,
Et deuxièmement, la concentration sur certaines régions en particulier. Et du coup, pour un peu ce premier point, le conflit entre les États-Unis et la Chine, l'administration Trump, elle a récemment publié la nouvelle stratégie de sécurité nationale qui explicitement nomme le terrain du Pacifique comme le terrain de lutte le plus important pour l'économie mondiale et aussi la géopolitique, où ils écrivent par exemple « La Chine s'est enrichie et est devenue puissante. Elle a utilisé cette richesse et cette puissance à son avantage. Les élites américaines, au cours de 4 administrations successives de 2 partis politiques, ont soit volontairement facilité la stratégie de la Chine, soit refusé de voir la réalité en face. » Et qu'est-ce que c'est cette réalité? C'est que économiquement, les États-Unis ont aussi vécu un déclin relatif vis-à-vis de la Chine, où il y a plein de chiffres pour ça, mais un exemple, c'est d'un think tank australien qui a examiné 74 technologies importantes, un peu les technologies de pointe. Et ils ont trouvé que la Chine est en tête dans 66 d'entre elles, tandis que les États-Unis ne sont plus que dans 8, et l'Europe joue aucun rôle là-dedans. Et du coup, Trump, il veut se concentrer sur les sphères d'influence traditionnelles des États-Unis, comme les Amériques et surtout l'Amérique du Sud, pour, depuis là, pouvoir mieux mener la lutte contre la Chine. Et les promesses de Trump, c'était de devenir le président de la paix, de se retirer de l'Ukraine, de se retirer aussi du Moyen-Orient. Et c'est aussi sur cette base qu'il a été élu par beaucoup d'Américains. Et maintenant, ça se prouve de plus en plus difficile, beaucoup plus difficile que prévu. Il est toujours en Ukraine et des deals pour le Moyen-Orient, c'est difficile à en trouver. Et dans ça, Trump, il exprime vraiment aussi l'impasse du capitalisme américain qui ne peut pas juste abandonner des sphères d'influence parce que tout retrait, ça invite des autres puissances, des autres acteurs, dont notamment la Chine et la Russie, ou aussi des acteurs plus régionaux, de s'y accaparer. Et du coup, l'impérialisme américain doit projeter de la puissance et se montrer dans une position de force, tant vers l'extérieur que vers l'intérieur, parce que Trump, il devient aussi de moins en moins populaire. Et ils ne veulent pas perdre leurs appuis. Et du coup, ils veulent aussi montrer à leurs concurrents qu'ils sont prêts à défendre leurs intérêts. Et c'est un peu, si on veut une analogie, un peu un animal blessé qui devient de plus en plus agressif et qui doit un peu leash out comme ça. Et du coup, toute tentative de s'extraire de quelque part devient de plus en plus compliquée. Et Trump, il fait des allers-retours entre des retraits et des offensives, et ça accélère encore l'instabilité et le déclin de l'impérialisme américain. Il n'y a vraiment pas de bonne solution pour cet impérialisme en déclin. Et sur la base, je pense, de cette compréhension plus générale, on peut aussi comprendre le terrain de lutte qui est l'Amérique latine entre l'impérialisme états-unien et chinois, où historiquement c'est juste l'arrière-cour des États-Unis, mais au fil des 2 dernières décennies, la Chine a beaucoup pris du terrain, de plus ou moins zéro commerce avec l'Amérique du Sud. La Chine est maintenant à un volume d'échange de plus que 500 milliards et est devenue le partenaire commercial principal de toute l'Amérique du Sud. Il y a aussi plusieurs chiffres, comme par exemple les prêts, où entre 2014 et 2023, pour chaque dollar que les États-Unis ont prêté en Amérique latine, la Chine en a prêté 3. Ils font aussi plein des investissements, si c'est des constructions d'infrastructures, par exemple des ports, comme le port Chance au Pérou, qui est censé devenir le 3e plus grand port en Amérique latine, qui est en train d'être construit maintenant. Et je pense, en réponse à ça, Trump, il a fait son corollaire Trump à la doctrine Monroe, la doctrine Monroe. Il est vraiment un peu le roi des néologismes. Et qu'est-ce que c'est cette doctrine? C'est l'idée de combattre tous les acteurs non hémisphériques dans ce qu'ils voient comme l'hémisphère aux États-Unis, les Amériques et l'Amérique du Sud. Et les États-Unis utilisent la force militaire pour menacer tous les pays qui s'approchent trop de la Chine et sur lesquels les États-Unis ont maintenant moins d'influence. Et Trump, en tant que businessman, il préfère de faire des deals, mais pour faire des deals, il faut aussi montrer que les menaces sont crédibles. Il faut montrer que si on dit « vous ne coopérez pas », on a d'autres moyens. C'est un peu la logique du gangster, non, de la mafia un peu. Et l'intervention au Venezuela, c'est vraiment ça. C'est une preuve de force contre les acteurs non hémisphériques et aussi une preuve de force à tous les pays hémisphériques qui ne s'allient pas au bloc américain. Et il y a souvent un peu la tendance d'expliquer toutes les actions des États-Unis par le pétrole, mais
je pense qu'il faut creuser un peu plus profondément, parce que pourquoi est-ce que les États-Unis n'avaient pas accès au pétrole vénézuélien? Ce n'était pas à cause du Venezuela, mais à cause de leur propre blocage. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est de ne pas laisser cet accès à la Chine, où il y a Marco Rubio qui a récemment dit nous avons suffisamment de pétrole, nous n'avons pas besoin du pétrole du Venezuela. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que dans notre hémisphère, les adversaires des États-Unis contrôlent ces importantes réserves pétrolières. Du coup, c'est vraiment très à la surface, très clair quels sont les intérêts des États-Unis. Et du coup, cette intervention au Venezuela, c'est aussi une menace envers les autres bases des Chinois qui se trouvent sur le reste du continent, mais aussi les intérêts russes, et aussi surtout une menace explicite contre les autres pays de l'Amérique latine, la Colombie, le Mexique, etc., de se ranger dans le camp des États-Unis. Et dans ce sens-là, sur un peu le court terme, on voit que le Venezuela était un relatif succès pour les États-Unis. Avec le gouvernement de Delcy Rodriguez, maintenant ils ont un gouvernement qui met en place les intérêts américains. Ils ont vraiment un arrangement semi-colonial avec un peu de domination semi-coloniale du Venezuela. Mais on doit aussi comprendre que c'est en fait illusoire d'expulser complètement la Chine de l'Amérique du Sud. Juste les liens commerciaux financiers entre ces pays-là et la Chine sont beaucoup trop forts. Et surtout, les États-Unis ne peuvent pas du tout les remplacer. Ils ne peuvent pas racheter tous les produits comme la viande et le soja du Brésil, de l'Argentine, de la Bolivie ou le cuivre du Chili. Et ils ne vont pas non plus financer des grands investissements à la hauteur que la Chine le fait. Et du coup, les États-Unis jouent plutôt sur un peu que dans le court terme, ils sont militairement juste beaucoup plus forts que la Chine. Et ils veulent un peu avec ça compenser qu'économiquement, ils sont un partenaire moins avantageux pour ces pays-là. Et du coup, un peu projeter cette force. Mais on doit aussi voir que ça, ils ne sont pas tout puissants. Ou aussi cette force militaire, juste un peu cette petite intervention un peu Trump-Lee, c'est non vraiment un peu chirurgicale. Ça a demandé des énormes forces. Pour l'opération au Venezuela, ils ont vraiment dû utiliser leur meilleure technologie. 20% des forces navales américaines étaient employées pour enlever 2 personnes au milieu de la nuit dans leur pyjama. C'est pas non plus la grande guerre ouverte. Et le grand porte-avions qu'ils avaient mis devant la côte du Venezuela, la USS Gerald Ford, elle coûte 8 millions par jour pour être déployée. Et maintenant elle va occuper une énorme partie aussi de l'industrie militaire juste pour se faire réparer. Et du coup, après cette intervention, les États-Unis sont un peu sur un high, un peu ivres de leur succès. On voit que depuis là, Trump il a lancé plusieurs menaces ici envers le Groenland, il a déclaré le blocage sur Cuba, il a déplacé des navires de guerre vers l'Iran. Mais je pense c'est une ivresse. Non, ni le Cuba ni l'Iran sont pareils que le Venezuela. L'Iran a par exemple des capacités défensives qui sont sur un autre niveau que celles du Venezuela. Et du coup, je pense qu'on peut se demander pourquoi est-ce que la lutte entre les impérialistes est tellement acharnée dans notre période, pourquoi ça s'accélère tellement, ou je pense que ce qu'il y a derrière ça, c'est la crise profonde dans laquelle se trouve le système capitaliste au niveau mondial, où nous on dit que c'est une crise de surproduction. Parce que pour réaliser leur profit, les grandes entreprises ne peuvent pas juste se contenter de leur marché national. Ils doivent exporter, ils doivent trouver tout le temps des nouveaux marchés. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les marchés sont déjà saturés. Il n'y a pas des nouveaux qui s'ouvrent, ni un approfondissement du commerce mondial. La tendance est plutôt vers l'inverse. Non? Et ça veut dire que tout gain de marché se fait sur le coût d'une autre entreprise, d'un autre impérialisme doit être arraché à ça. Et du coup, les tensions impérialistes vont que continuer d'augmenter, de s'agrandir avec l'approfondissement de la crise. Et déjà maintenant, on voit que le commerce est de plus en plus utilisé comme une arme pour protéger leur propre monopole. Les États mis sur le protectionnisme. Trump il est obsédé par le mot du déficit commercial et il promet qu'avec des tarifs, l'industrie américaine elle peut regagner des bons emplois et aussi avoir des plus grands investissements aux États-Unis. Et ça veut toujours dire exporter le chômage ailleurs, désindustrialiser ailleurs, ça veut dire c'est ça, America First. Mais déjà maintenant, les grandes entreprises ne peuvent pas vendre ce qu'ils produisent, les marchés sont saturés et ils ne vont pas maintenant faire des méga investissements, engager plein de nouvelles personnes, produire avec des meilleures technologies ou juste mieux.
Ça se voit un peu que aussi l'endettement massif des États pour financer des subventions aux entreprises ou la militarisation, ça approfondit que encore plus ces tendances-là. Et à la fin, la facture va être présentée à la classe ouvrière sous forme d'austérité, de privatisation, etc. Et ça se voit aussi déjà maintenant un peu les tarifs de Trump n'empêchent pas des vagues de licenciements qui ont toujours lieu aux États-Unis et alimentent encore plus le coût de la vie, la crise du coût de la vie. Et du coup, je n'ai pas le temps d'expliquer toute l'analyse marxiste de l'économie, mais je vous recommande du coup de lire Salaire, prix et profit, qui, oui, justement, explique un peu ça, qui est aussi sur notre stand de littérature. Et on voit aussi cette fragilité des économies si on regarde un peu les chiffres de croissance, où je prends encore l'exemple des États-Unis qui, à la surface, présentent encore des chiffres de croissance. Tous les Européens seraient jaloux, mais on voit que si on creuse un peu plus profondément, l'État américain est massivement endetté. Ils ont 37 000 milliards de dettes publiques. Ça veut dire plus que 1% du PIB mondial. La croissance qu'ils ont, le peu de croissance qu'ils ont est majoritairement alimentée par la spéculation, dans notamment l'intelligence artificielle, où 92% de la croissance des premiers 6 mois de l'année dernière était seulement due à l'IA, mais l'IA est actuellement pas utilisée pour améliorer la technologie, mais juste pour spéculer, et cette bulle, elle va éclater tôt ou tard. Et évidemment, cette question de l'économie a aussi plein encore beaucoup plus des aspects, mais je pense que ce qui est important pour nous aussi de voir, c'est juste une reprise économique au niveau mondial et exclue. Les mesures qui sont à disposition aux bourgeois, comme l'endettement, les bulles de spéculation, ça met juste de la dynamite dans les fondements du capitalisme et que ça va causer une explosion tôt ou tard. Et en même temps, quand on voit cette fragilité économique, on voit aussi une énorme polarisation des richesses et un dévoilement du caractère vraiment parasitaire de cette bourgeoisie qui ajoute plus rien au développement de la société. Aux États-Unis, par exemple, on voit des chiffres de polarisation de la richesse comme jamais vus par le passé, où le plus riche 1% possède 32% de la richesse du pays et la moitié la plus pauvre, seulement 2,5%. Du coup, c'est des chiffres absolument malades. Et dans ça, Trump il joue encore un rôle d'accélérateur parce que maintenant, un peu sous la pression de ses propres promesses qu'il avait faites à sa base pour se faire élire, il a dû dévoiler les dossiers de Epstein. Et c'est clair pour tout le monde que qu'est-ce que fait ce plus haut 1%. Ils conspirent depuis des années tous ensemble, si c'est des démocrates, des républicains, des artistes, des intellectuels, des entrepreneurs, juste tout ce establishment et tout ensemble. Et ils se partagent des conseils sur comment sauver les banques après 2008, comment faire des meilleurs investissements. Et tout ça en abusant des jeunes femmes et des enfants, juste les couches les plus vulnérables de la société. Et du coup, cette dégueulassité de cette bourgeoisie devient aussi de plus en plus apparente. Et il y a la Financial Times qui a demandé par rapport au dossier de Epstein comment est-ce qu'on peut chasser les parasites alors qu'ils occupent tout le système. Une autre réponse est très très claire. Ça doit être que toute la classe Epstein est renversée, toute la classe dirigeante doit partir, sinon c'est juste le même parasitisme qui va encore s'approfondir, non ? Et du coup, une petite parenthèse encore sur l'Europe, parce que vous avez remarqué, j'en ai pas parlé énormément. Et ça, c'est parce que dans ce nouveau ordre mondial, l'Europe n'est plus à la table avec les grands, mais elle est sur la table. Elle a énormément perdu en compétitivité. Elle souffre d'un appareil productif vieux et divisé en 27 pays un peu morcelés comme ça. Ça soit aussi dans les chiffres où de 30% du PIB mondial dans les années 80, elle est maintenant à 13%, c'est derrière la Chine. Et ils ont pu disproportionnellement profiter de cet ancien ordre mondial et jouer comme dans une ligue un peu au-delà de leur propre taille et de leur propre force. Mais maintenant, la situation se tourne dans son inverse, où il y a aussi eu Macron qui était aussi à Davos avec les autres. Peut-être vous avez vu les vidéos avec ses super lunettes. Où en fait, lui, il a demandé vis-à-vis de la Chine de faire des tarifs protectionnistes envers les marchandises chinoises qui sont les plus concurrentielles, mais il a aussi demandé du transfert technologique depuis la Chine en Europe, et ça, c'est vraiment une complète transformation dans 180 degrés de comment la situation était il y a juste quelques décennies.
Et aussi avec le fait que l'arène politique et géopolitique bouge plus vers le Pacifique, l'Europe est juste plus un allié autant important pour les États-Unis, mais juste une autre région à dominer où il faut contrer les influences des concurrents comme la Chine et dans une moindre mesure aussi la Russie. Et dans tout ça, du coup, les États-Unis n'ont plus l'intérêt ni la force de subventionner la défense européenne, comme aussi Trump l'a annoncé en mettant plein de pression sur les pays membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses militaires, qu'on ne va plus payer pour que vous ayez un État social, vous vous débrouillez vous-même. Et maintenant, les dirigeants européens, ils tentent vraiment désespérément de garder les États-Unis en Europe, par exemple à travers la guerre en Ukraine, où aussi cette guerre affaiblit juste énormément l'Europe parce qu'ils se sont coupés de l'énergie bon marché russe. Et avec la défaite qui se prépare en Ukraine, l'impérialisme européen va encore souffrir une grande défaite. Et ce qu'il faudrait pour que l'Europe puisse regagner en importance, ça serait des grands investissements pour moderniser l'appareil productif. Il faudrait fusionner les relativement petits monopoles européens pour avoir une taille compétitive. Il faudrait fermer certains lieux de production pour les consolider tous ensemble. Mais ça, ce n'est pas possible d'un côté dans la concurrence entre les capitalistes et aussi socialement, ce n'est pas tenable de juste fermer certaines entreprises. Ils savent très bien que la classe ouvrière ne va pas se laisser faire dans ça. Et du coup, la seule manière pour garantir un peu leurs conditions de profit pour les capitalistes européens, c'est s'attaquer frontalement sur la classe ouvrière, où depuis 2008, ils ont juste atteint un peu la limite possible de ce qui est l'endettement étatique. Ils doivent maintenant, on top of that, encore financer des énormes projets de militarisation. Et ça veut dire méga mesures d'austérité, attaque sur les conditions de vie de la classe ouvrière. Et ça veut dire aussi en Europe, retour de lutte des classes à visage ouvert, vraiment frontal. Et du coup, avec ça, je pense qu'on peut passer à ce qui est vraiment aussi ce qui nous intéresse, de voir quelles sont les conséquences de tous ces événements sur la conscience des gens. Ou peut-être on peut aussi sortir des juste dernières 6 semaines et regarder qu'est-ce qui s'est passé en automne dernier. On a vu la vague de révolution de Gen Z. On a vu les révolutions en Indonésie, au Népal, au Madagascar, au Maroc et encore plein d'autres. Et c'est tous des événements méga inspirants qui ont plein de leçons à tirer. Et je pense un point marquant de tout ce qu'on peut peut-être souligner, c'est que ce n'était pas seulement à cause de la misère énorme ou de l'empirement des conditions de vie que les masses se sont levées, sont intervenues sur la scène de l'histoire, mais ces révolutions étaient aussi déclenchées à cause du parasitisme ouvert de la classe dirigeante. Si on pense par exemple au Népal, où il y avait toute cette haine contre les Nepo Babies qui se montraient sur les réseaux sociaux avec toutes les choses qu'ils avaient gagnées à cause de la corruption de leurs parents. Et un deuxième point important, je pense, c'est aussi la synchronicité de cette vague, où ce n'était pas juste des énormes luttes dans les pays dominés par l'impérialisme, mais aussi des mouvements vraiment inspirants au centre de l'impérialisme même, où on a vu la grève générale en Italie en solidarité avec la Palestine, ou aussi encore bloquant tout en France. Et je pense que le dernier élément de cette vague de lutte méga inspirante, c'est la lutte contre ICE aux États-Unis, où je vais un peu me concentrer sur un peu cet exemple spécifiquement au Minnesota, où on a vu que c'est allé le plus loin, où je pense un peu pour se rendre compte aussi de l'importance de ces événements. Je pense en rétrospective, ça pourrait très bien être le cas qu'on va se souvenir de ces événements-là comme les premiers petits pas dans la Révolution américaine. Et du coup, je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé, vous avez vu des vidéos. Petit rappel. Plus fort. Ah, vous m'entendez pas très bien. Ah. Ok, sinon vous dites quelque chose au lieu d'attendre 20 minutes. Alors, ce qui s'est passé, on a vu 3000 agents de ICE qui étaient déployés à Minneapolis et à Saint Paul. On a vu le kidnapping, la torture en masse des gens partout dans la ville. Vous avez vu les vidéos même des meurtres sur la rue de Good et de Pretty qui manifestaient juste pacifiquement pour protéger leur communauté. Et du coup, ça s'est retourné un peu contre Trump, où lui, il voulait se montrer comme l'homme fort, un peu avec
côté typiquement spectaculaire qu'il a, gagné en crédibilité parmi la couche un peu la plus réactionnaire de sa base, MAGA, Make America Great Again. Et le but, c'était clairement pas de déporter de manière efficace. Non, Obama a déporté beaucoup plus de personnes que Trump et de manière plus discrète, comme les démocrates aiment bien nous le rappeler. Mais maintenant, ça finit en défaite pour Trump à cause de juste la force de la classe ouvrière américaine quand elle se met en lutte, où il y a juste des dizaines de milliers de personnes qui se sentent pour la première fois activement participé à la politique, sont intervenus dans ça, se sont organisés collectivement dans leur quartier, dans leur lieu de travail. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris que personne d'autre va le faire à leur place. Ils ne peuvent pas faire confiance à l'État, à sa justice, ses institutions, ni aux partis politiques. Et ça, c'est des conclusions méga puissantes. Non, un peu cette politisation générale de la société où il y avait juste des discussions politiques dans tous les coins, tout le temps, où c'était vraiment toute la ville travaillait un peu ces conclusions-là, où il y a un article d'un journaliste de The Atlantic qui décrit juste des scènes vraiment incroyables, où lui, il dit ce qu'il a vécu de plus proche à ça, c'est quand il était pendant le printemps arabe sur la place de Tahrir en Égypte. Et ça nous montre non aussi juste l'ampleur de ça. Il a assisté à des cours d'entraînement de comment gérer ICE que la communauté a organisé. Il y a 66 000 personnes qui ont participé dans les dernières semaines à ces formations-là pour devenir des protecteurs de leur communauté. Et il raconte plein d'anecdotes des personnes qui ont 70 ans, qui pour la première fois participe à la politique dans ça, ou même d'une jeune fille de 14 ans qui participe avec son père. Et elle dit, par rapport un peu, le journaliste l'avait demandé, est-ce que c'est pas un peu trop intense? Où elle a dit, ça fait beaucoup, mais ça ne pourrait pas être trop parce que c'est ce qui se passe vraiment. Où ça montre, non, c'est vraiment la réalité qui force les gens à devenir actifs. Et dans cette lutte, la classe ouvrière a aussi juste fait preuve d'une méga créativité. Ils sont organisés dans leur quartier, dans des chats de signal qui sont juste ont dû se multiplier parce que tellement rapidement le maximum de participants était atteint. Ils ont identifié les voitures et de ICE et les identités des agents. Ils l'ont tous mis ça ensemble comme dans des bases de données, où c'est même à travers du catfishing sur les applications de rencontres, un peu cette créativité, ça n'a pas de limite. Ils ont mis en place des patrouilles qui ont suivi ICE à travers les quartiers, qui ont averti leurs voisins. Ils ont organisé l'approvisionnement en nourriture pour les personnes vulnérables et aussi des places en sécurité pour les membres de leur communauté qui étaient plus vulnérables. Et ils ont vraiment, dans ce sens-là, pris contrôle de leur communauté. Ils ont construit même des barricades qui ont empêché ICE de rentrer dans certains quartiers. C'était vraiment les voisins qui disaient qui entre et qui entre pas. Et ils ont aussi pris contrôle de leur lieu de travail dans certains cas, souvent aussi contre la volonté de leur patron, ou aussi comme un peu des germes de contrôle ouvrier dans certaines instances. Et c'est par exemple des travailleurs dans la restauration qui ont refusé de servir de la nourriture aux agents de ICE, des tentatives d'occuper des hôtels. Il y a même 100 membres du clergé qui ont essayé de paralyser l'aéroport pour empêcher l'arrivée et le déploiement des agents. Du coup, c'est vraiment 1001 manières d'intervenir dans le fonctionnement de la société. Et je pense que c'est vraiment dans ces moments-là où la classe ouvrière se rend compte de son propre pouvoir et de quel est son levier, quel est le levier aussi le plus important, où je pense que c'est ça que montre aussi cette journée d'action qu'il y a eu le 23 janvier, qui tendait vraiment vers une grève générale, où il y a eu des milliers qui ne sont pas allés au travail, des centaines de petites entreprises qui étaient fermées, des écoles fermées, des musées fermés, des centres commerciaux fermés. Donc vous voyez, c'est vraiment le quotidien est essentiellement à l'arrêt parce que la classe ouvrière dit non, pas avec nous, pas tant qu'il y a ces infiltrés qui sont dans nos communautés. Et il y avait aussi ce jour-là des dizaines de milliers qui ont manifesté malgré des températures tellement basses que ça avait un risque de santé de sortir. Rien ne les a empêchés de se mobiliser. Et là, dans ces moments-là, c'est vraiment où les travailleurs ressentent leur propre force. Sans nous, il n'y a rien qui bouge. Et une autre caractéristique de ce mouvement, c'était aussi qu'il s'est fait essentiellement sans direction. Dans les syndicats, ils ont appuyé dans les mots cette journée d'action après une énorme pression par en bas qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Ils n'ont pas mobilisé systématiquement leurs membres, ils ont évité le mot même de la grève générale. Et si effectivement
c'était pas une grève générale le 23 janvier et les travailleurs, surtout des grandes entreprises, n'étaient pas systématiquement mobilisés. C'est à cause de ce manque de direction et le manque de proactivité des syndicats. Et après le 23 janvier et du coup le lendemain, le meurtre de Preti, il y a même cette idée de grève générale nationale qui a commencé à circuler et qui a commencé à aussi faire bouger tout le pays dans un certain sens. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut, non? Ça va exactement dans la tendance qu'il faut. Et ça montre vraiment la force de la classe ouvrière. Et de l'autre côté, ça montre aussi la faiblesse du régime de Trump. Ça montre à quel point l'idée que Trump, c'est quelqu'un qui prépare une dictature fasciste, ça c'est juste complètement faux. Où Trump, il a dû reculer. Il y a même des membres de l'establishment républicain comme Fox News qui ont dit « Eh non, ça va trop loin », qui ont appelé au retrait des agents de ICE parce que ça faisait juste trop de réactions et ça risquait d'infecter d'autres régions. Et aussi, on a vu qu'est-ce que la classe ouvrière fait avec des provocateurs fascistes qui viennent dans leur communauté pendant le mouvement ICE, où il y a eu Jake Lang, qui est un influenceur de droite, qui a organisé un rassemblement pro-ICE à Minnesota, où il prévoyait entre autres de brûler un Coran, tout ce genre de choses, mais il n'a rien pu faire. Il est juste arrivé sur place et spontanément, il y avait une contre-manif où il y avait lui et ses quelques supporters qui étaient là, qui sont juste retrouvés complètement encerclés, qui étaient attaqués par des boules de neige et qui ont juste dû rentrer en courant. Et ça montre juste, non, la classe ouvrière, elle est beaucoup trop forte pour qu'une dictature pourrait être installée. Trump, il fait ses provocations pas depuis une position de force, mais depuis une faiblesse. Et lui, il a été élu aussi d'une manière confuse comme expression de la colère contre l'establishment, mais son échec de réaliser plus ou moins toutes les promesses qu'il avait faites à sa base, ça prépare aussi une forte radicalisation à la gauche. Cette radicalisation, pour l'instant, elle ne trouve pas une expression au-delà de un peu ces fenêtres sur les mouvements qu'on a, parce qu'il n'y a pas d'organisation qui canalise vraiment cette radicalisation-là, où on voit partout dans le monde, quand il y a une petite alternative à gauche qui est proposée, il y a un énorme écho. Si on regarde Mamdani à New York, c'est exactement ça. Et du coup, si on prend un pas en arrière, je pense qu'on peut aussi voir ou on peut ressortir de Minneapolis quelques caractéristiques que les mouvements qu'on a vus ces derniers mois ont en commun et qui, je pense, vont encore s'accentuer aussi dans les luttes à venir. Où, premièrement, les masses ne sont pas du tout attendues leur direction de faire quoi que ce soit, mais passent à l'action elles-mêmes, souvent même contre la volonté de leur propre direction qui appelle à un peu se restreindre ou juste à leur faire confiance et qu'eux s'en occupent. Deuxième point, les actions des masses dépassent un peu la routine qu'on peut dire de la dernière période de journées d'action un peu isolées ou des simples manifs, mais c'est vraiment un passage vers l'action directe, collectif, vers tout bloquer, vers arrêter tout le quotidien. Et troisième point, c'est la classe ouvrière qui intervient en tant que telle. C'est elle qui est la force motrice dans toutes ces luttes et qui s'organise à l'opposition de la classe dirigeante, à l'opposition de leurs patrons et de l'État. Et du coup, dans ce sens-là, on n'est pas seulement dans la période de l'impérialisme à visage découvert, mais aussi de plus en plus de la lutte des classes qui se fait à visage découvert. Et quatrième point, tous ces mouvements-là, si on tire un peu leur bilan, ils arrivent à des victoires partielles. Ils gagnent, si c'est un peu les luttes de révolution de Gen Z qu'on a vu, peut-être au renversement d'un gouvernement ou avec ICE, le retrait partiel des agents de ICE. Et du coup, ces mouvements ressentent aussi vraiment leur propre pouvoir et leur propre force, mais en même temps, il n'y a rien de fondamental qui est vraiment résolu. On se trouve dans ce sens-là au début d'un grand processus, au début des grandes vagues de lutte. Et même si maintenant un peu ces mouvements sont dans un reflux temporaire où ils sont moins visibles dans ce moment même, il y a des centaines de milliers qui ont fait l'expérience de leur propre force, qui ne sont pas les seuls à penser comme ils le font. Et ça laisse des traces dangereuses pour la classe dirigeante. Et du coup, pour gentiment aussi finir, on a vu que quand la classe ouvrière se met en mouvement, elle a juste un pouvoir incroyable. Mais alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut des communistes alors?
où je pense dans tous ces mouvements, si on les regarde un peu de près, il y a 1001 questions qui se posent. Et à ces questions-là, il faut des réponses concrètes, mais il faut aussi une force qui fait le lien entre ces questions et la nécessité générale de renverser le capitalisme et de lutter pour le socialisme. C'est le problème des directions actuelles, tant aussi au Minnesota, qu'ils tentent de résoudre les problèmes dans le cadre du capitalisme. Mais on ne peut pas abolir ICE, la police, le bras armé de l'État bourgeois dans le capitalisme. On ne peut pas éradiquer le racisme sous le capitalisme parce que la classe dirigeante a besoin de nous diviser, etc., etc. Et alors, ce qu'il nous faut, c'est vraiment un grand horizon pour être à la hauteur des aspirations des milliers qui se mettent en lutte, parce qu'il ne leur manque pas de volonté de lutter, d'esprit de sacrifice, mais il leur manque des idées, un programme clair, un programme indépendant de la classe dirigeante. Et du coup, ce travail prend aussi 1001 formes, où il y a les camarades de notre international, les Revolutionary Communists of America, qui sont aussi intervenus au Minnesota dans 1001 manières. Il y a plein d'exemples, mais si je peux faire deux, il y avait des camarades qui, dans les réunions de leur quartier, étaient comme dans des discussions qui se demandaient comment est-ce qu'on peut toucher les grandes entreprises, les rallier aussi au mouvement, où nos camarades ont défendu qu'il ne faut pas appeler aux patrons, il faut appeler aux employés. Les patrons ne sont pas de notre côté dans cette lutte-là. Autre exemple, ils ont organisé par exemple une vigile pour Pretty, où ils ont parlé des leçons de la dernière grève générale à Minneapolis en 1934, qui était dirigée par les communistes. Du coup, c'est vraiment amener de la clarté, ça c'est notre tâche, sur chaque moment politique où il y a des questions concrètes qui se posent, répondre, mais aussi montrer la nécessité de renverser le capitalisme, et ça d'une manière concrète. Ça c'est notre tâche, c'est une tâche difficile. Et surtout, on a vu, non, au Minneapolis, ils n'étaient juste pas du tout assez. Le camarade en fait un super bon travail, mais il faut pouvoir faire ce travail-là d'amener de la clarté politique et un programme sur une large échelle. Et du coup, déjà dans les luttes qu'il y a actuellement, dans les discussions politiques qui se font autour de nous de plus en plus fréquemment, et surtout aussi dans les luttes à venir, il faut des experts de la révolution. Ça veut dire des gens qui ont étudié les leçons du passé, comment est-ce qu'on abolit le capitalisme, qu'est-ce que c'est la planification démocratique de l'économie. Il faut des gens qui connaissent justement ces perspectives mondiales. Il faut pouvoir appliquer la méthode marxiste et pouvoir répondre à ces questions et surtout montrer un chemin en avant. Et tout ce travail-là, ça demande de se préparer à l'avance, de s'éduquer, de s'entraîner. Et pour aussi avoir un certain écho, il faut être une grande organisation, des cadres marxistes qui sont vraiment aguerris et qui sont présents dans tous les quartiers, tous les lieux de travail, toutes les écoles, toutes les universités. Et c'est un grand travail, mais je pense sur la base de ce que j'ai essayé d'esquisser un peu là les dernières quelques minutes, on peut tirer deux leçons. D'un côté, il y a une méga grande urgence pour construire ce parti communiste révolutionnaire et le faire le plus rapidement possible. On n'a rien de mieux à faire. Et de l'autre côté, on n'a jamais eu des meilleures conditions pour le faire. Et alors, là, je parle surtout à ceux qui ne sont pas encore organisés avec nous dans cette salle, qui ne sont pas encore membres du Parti communiste révolutionnaire, qui est la section suisse de l'Internationale communiste révolutionnaire. J'appelle juste à vous, rejoignez-nous, devenez des experts de la révolution. Unido, jamás será vencido. El pueblo